amis du Congo, nous sommes ici au Conseil de l'Union européenne. Une délégation conduite par Maître Reti a été reçue par M. Van Rompuy pour une cour pénale internationale pour la RD Congo. Que se sont-ils dit? Eh bien, vous allez suivre dans ce reportage et dans celui qu'on a fait au niveau du Sénat où Mme Arena a également reçu la délégation. Venez par ici, hein, Maître Reti. Maître Reti, une question, on va poser une question. Alors, Maître Reti, alors l'impression après la rencontre avec M. Herman Van Rompuy. Oui, le président a été très sensible. Il nous a montré qu'il était déjà convaincu de ce que nous sommes en train de faire, en tout cas la cause que nous sommes en train de défendre le touche profondément. Il nous a expliqué une série d'actions qui ont été menées par l'Union européenne et qui continueront à être menées par l'Union européenne dans le cadre de la cause que nous sommes en train de défendre. Bon, bien sûr, il avait aussi quelques interrogations. Bon, comme pour le cas du président François Hollande, il ne pouvait pas prendre de décision seul. Donc, toute décision qu'il pourra prendre devra être une décision discutée avec le 27. Donc, s'il y a une position à prendre, bon, ils le prendront éventuellement après en avoir discuté avec le 27. Ce que nous comprenons très bien. Mais ce que nous sommes venus lui demander, c'est de peser de tout son poids. C'est de peser de tout son poids pour que les pays membres de l'Union européenne, qui sont membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, puissent défendre notre projet au sein du Conseil de sécurité. Déjà avec les pays européens, nous avons déjà, si c'est acquis bien sûr, si nous sommes d'accord sur les valeurs, déjà avec le pays de l'Union européenne, ça fera 3 membres du Conseil de sécurité qui voteraient à ce moment-là oui, et donc on aura besoin seulement de rechercher 6 autres. Bon, donc c'est ce que nous sommes venus lui demander, de peser de tout son poids pour que les valeurs de l'Union européenne puissent éventuellement être défendues. Ma dernière question serait, est-ce que, en vous voyant ici, vous avez fait un bon pas vers la résolution, vers la mise en place de ces tribunaux pénal international pour la RDC? Nous avons discuté de ce qui serait bon pour le Congo, quel modèle serait éventuellement bon. Bon, autant les tissus judiciaires internes est complètement délabré, autant ces tissus judiciaires a besoin d'être soutenus, et donc l'idée d'un tribunal mixte ou des tribunaux mixtes pour continuer à juger ces crimes en interne, c'est une bonne idée. Il faudra éventuellement qu'on aide à financer la justice, à permettre à la justice de se restructurer, parce que bon, ce que nous avons dit, c'est que la justice est vraiment au niveau le plus bas dont on peut éventuellement parler aujourd'hui. On ne peut pas parler de service public de la justice au Congo. Bon, ça c'est ce que nous lui avons dit clairement. Et donc s'il faut aider le Congo à se restructurer, à restructurer ses juridictions, ce serait bien effectivement que l'Union européenne considère que cela pourrait être éventuellement une sorte de complément à un tribunal pénal international pour le Rwanda, et que l'on ne peut pas faire l'économie d'un tribunal pénal international pour la RD Congo, parce que ce serait à la fois discriminatoire à l'égard des femmes congolaises, des victimes congolais. Si on l'a donné au Rwanda, on doit pouvoir le donner aussi au Congo. Si on l'a donné à l'ex-Yougoslavie, on doit pouvoir le donner aussi au Congo. Justement, par rapport au Rwanda, oui, Fabien Kouswani Gatele Tchangou. Par rapport au Rwanda, il faudra peut-être rappeler que dans quelques semaines, ça sera le 20e anniversaire du génocide rwandais, mais entre-temps, le Rwanda est impliqué en Vidéo du Congo, avec à la clé aussi plusieurs millions de morts d'hommes congolais. Finalement, est-ce que le président vous a paru conscient de la souffrance du peuple congolais, ou bien finalement tout le monde considère que ce n'est pas une urgence?
Et deuxième petite question, peut-être pour que vous puissiez répondre une fois pour toutes. Par rapport à tout ça, au Congo, il y a une loi d'amnistie qui a été votée. Est-ce que vous ne vous sentez pas quelque part découragé de voir les criminels qui sont pratiquement dans une certaine mesure amnistiés, alors que vous êtes en train de militer pour justement un tribunal pénal international? Oui, le président nous a présenté cette loi d'amnistie comme un mécanisme allant dans le bon sens. Et nous avons dit au président que, sincèrement, le Congolais lambda n'y croit pas du tout. Mais alors, pas du tout. Car il n'y a pas de raison, on ne peut pas expliquer aujourd'hui aux Congolais comment est-ce qu'une loi d'amnistie est votée à la va-vite. Les députés sont en train pratiquement de faire une course contre la montre pour voter une loi pour les gens dont les Nations Unies est en train de leur dire, écoutez, attention, ils se reconstituent. Mais comment est-ce qu'on peut se presser pour pouvoir amnistier les gens qui sont en train de se reconstituer, dont on sait exactement qu'ils vont récidiver? Deuxième autre chose, je crois que c'est une idée qu'on a lancée à partir du Sénat, c'est de dire encore une fois, mais bon, c'est quoi ce pays où on est à la fois en guerre, où on dit qu'on déclare qu'on a gagné la guerre, alors qu'on n'a jamais fait une déclaration de guerre, on n'a jamais fait déclarer l'état d'urgence, on n'a jamais fermé les frontières. Alors bon, vous faites la guerre contre les gens qui vous envoient l'armée alors que vous avez laissé vos frontières ouvertes, ils peuvent y passer pratiquement à pied sans contrôle. Donc il y a énormément de contradictions qui font que les mesures qui sont prises ne sont pas crédibles. Deuxièmement, nous avons demandé à l'Union européenne de faire très attention, de ne pas accréditer l'arbitraire. Parce que demander, par exemple, d'exclure d'une loi d'amnistie des gens qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des viols, bon, si c'est pour autoriser à l'administrateur, à l'homme politique de dire « toi tu as commis un crime contre l'humanité, toi tu as commis un crime de guerre », ça n'a pas de sens, c'est soutenir l'arbitraire. Donc nous avons dit, nous ne voulons pas que vous souteniez l'arbitraire, nous souhaitons que s'il y a des gens qui doivent être considérés comme ayant commis des crimes de guerre, des viols, etc., il faut que ce soit par voie judiciaire. Si l'autorité judiciaire ne m'a pas considéré comme criminel de guerre, pourquoi voulez-vous m'exclure? C'est Cheikh Fita du journal en ligne, Info en ligne des Congolais de Belgique. Lorsque vous avez été reçu par Madame Arena, elle a dit que finalement, derrière tout ça, il y a des enjeux économiques et que c'est à cause de ça qu'il y a toutes ces guerres et surtout ces viols. Est-ce que vous avez abordé ce problème et si oui, qu'est-ce que le président en a dit? Non, on est resté sur le principe de création d'un tribunal. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment le faire, qu'est-ce qu'il faut éviter comme écueil. Bien, alors je poserai une question aux dames qui vous ont accompagné, aux marraines. S'il y en a une qui a eu une impression positive, qu'on a fait un pas ou bien on patauge toujours. Oui, je ne dirais pas qu'on patauge toujours. J'ai eu l'impression d'être entendue. En tous les cas, on a pu parler très concrètement des victimes. Et puis, j'ai aussi eu envie de dire quelque chose sur l'avenir. Parce qu'il y a les victimes, les femmes, effectivement, aujourd'hui. Il y a aussi tous ces enfants qui vont naître de ces crimes. Et la nécessité d'avoir un repère de justice pour que ces enfants aient quelques structures et puissent avoir quelques repères. Sinon, je crains qu'on fabrique une poudrière avec toute cette génération. Alors, vous venez de différents pays, on vous voit, vous de Suisse, peut-être d'Angleterre, de France, et ainsi de suite, d'Irlande. Finalement, quel est le travail, en quoi consiste concrètement votre travail de plaidoyer pour que le peuple congolais se dise, tiens, il y a aussi nos homologues femmes d'autres pays, notamment en Occident, qui luttent pour nous, pour que cette initiative puisse voir le jour. Marlène. Moi, je voudrais répondre à la question de votre collègue au milieu, là. Je pense effectivement que le problème est avant tout économique, géopolitique et économique. Et je pense que tant que l'Union européenne n'aura pas le courage de remettre en cause sa propre politique commerciale, qui continue à exploiter ne serait-ce que les côtes de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, et aussi le sous-sol, et qui collabore à la construction de barrages, à l'éviction de paysans, etc., eh bien, je pense que la justice est importante, mais elle restera sans effet tant qu'on n'aura pas remis en cause cette politique économique.
Madame. Un dernier mot, Madame Laetitia. Madame Laetitia, un dernier mot. Un dernier mot. Je crois qu'il n'y aura pas de dernier mot tant qu'on n'a pas gagné cette guerre. Hein. Le dernier mot arrivera quand on dira les femmes du Kivu peuvent dormir, se réveiller, aller au champ, leurs enfants peuvent aller chercher de l'eau. C'est ça le dernier mot. Mais je dirais que vraiment, il nous a écoutés. Maître Reti a pris la parole. On a eu affaire à... À tour de rôle? Ou bien seulement, excusez-moi, Maître Reti. Maître Reti a parlé, donc c'est lui, comme on avait du retard sur le programme et il a un programme lui-même très chargé, du coup on a laissé Maître Reti parler et il a écouté. Et le but c'était de lui présenter, donc c'est la déclaration de marraine, et de lui dire que demain, ne dites pas que je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je ne suis au courant de rien. Il a dit qu'il était au courant de tout, et d'autant plus que sa femme a assisté récemment à la réunion organisée au sommet française, organisée par Madame Treveller. Sa propre femme, était là, et il paraît qu'elle est revenue complètement abattue, et du coup, il nous fait comprendre qu'en tant que femme, sa femme a vécu cette histoire comme si c'était hier, et du coup, il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant. Évidemment, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit. Il y a des initiatives prises par la commission, soutenues, mais au moins, on lui a fait comprendre que le problème n'est pas fini. Et qu'il faut continuer, et qu'il doit avoir aussi le soutien des autres pays comme la France, et qu'il doit soutenir le président Hollande, d'autres... je ne suis pas juriste, hein, mais bon, il faut qu'ils se mettent ensemble pour qu'ils parlent d'une même voix et que ces crimes cessent. Et comme par hasard, j'ai rencontré, parce que je suis de tous ces débats, j'ai rencontré parmi les hauts fonctionnaires M. Couvervout, quelque chose comme ça, que j'ai déjà rencontré à d'autres endroits. Je lui ai dit, moi je suis belge, et on se retrouve souvent, donc moi je suivrai l'affaire de près, voilà, donc on est là. Et vous luttez ici, il faudra également lutter sur place pour que justement cette symbiose puisse créer des résultats. Je me rappelle que vous avez été l'une des initiatrices ou des mobilisatrices ici par rapport à la marche mondiale de la femme dans le Kivu. De cet instant-là jusqu'à aujourd'hui, finalement, comment évaluez-vous les actions qui ont été menées, surtout en ce qui concerne la sensibilisation de la population à la base? La dernière question, hein? C'est la dernière question. Moi, je crois que depuis cette marche, et il y a une chance parce qu'il y a une autre dame ici qui a marché avec nous, à mon avis, rien n'a changé. Bien, au contraire, j'ai vu toutes les grandes dames, les premières du Congo, les excellences comme elles s'appellent, tout ça, elles étaient là. Mais une fois que la marche s'est clôturée, un jour j'ai appelé, moi, je dis, alors les résolutions de la marche, où est-ce qu'on en est? Quelqu'un m'a répondu, cette marche s'est terminée, s'est clôturée avec vous. Vous êtes rentré chez vous en Belgique, la marche s'est terminée avec vous. Et ça, c'est décevant. Et ça, c'est se moquer des femmes congolaises, de toutes ces femmes qu'on a vues. On a été jusqu'à Kassik avoir inauguré le monument des femmes enterrées vivantes. Tout ça, il paraît que plus rien n'a été fait. Ces femmes continuent à se faire violer. Le docteur Mukwege nous a dit, il y a 2 jours, quand j'étais à Louvain, quand il a reçu sa distinction de honoris causa, il a dit que les femmes qu'il a opérées en 2000... reviennent aujourd'hui. Les enfants nés du viol reviennent aujourd'hui violés. Et on ne peut pas accepter ça. Voilà. Okay. Alors, vous clôturez avec... Non, il y a autre chose qui intéresse les Congolais. C'est que nous avons quand même tenu à demander au président de confirmer ou d'infirmer une déclaration d'un homme politique, membre de l'Union européenne, qui avait dit que leur mission était de préparer la paix et la réconciliation, et qu'ils ne pouvaient pas faire à la fois la paix, la réconciliation et la justice en même temps. Et que donc, s'il faut sacrifier la justice, ils préféraient sacrifier la justice. Et nous avons demandé au président Van Rompuy de nous confirmer si, oui ou non, il soutenait cette allégation, et si cette allégation est l'allégation de l'Union européenne.
Il a dit nous ne pouvons pas soutenir une telle allégation. Nous travaillons dans le cadre de la justice, nous croyons à la justice et si nous pouvons aider à ce que la justice soit faite, bon, on y aidera, mais nous ne sommes pas responsables des déclarations que les gens lancent comme ça en public. Donc que le peuple congolais comprenne effectivement que cette déclaration a été aujourd'hui invalidée par le président Van Rompuy et son équipe. Okay. Merci. Bien, merci pour votre intervention et bonne chance en tout cas par rapport aux actions que vous êtes en train de mener. Merci. Merci. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, nous sommes ici à la Commission européenne où une délégation vient d'être reçue par M. Robin. Et parmi ceux qui ont préparé ces dossiers, nous avons notre compatriote Eugène Bakama qui va nous donner ses impressions par rapport à cette démarche. Monsieur Eugène Bakama, bonjour. Bonjour, M. Cheikh Fita. Et pourquoi vous êtes-vous impliqué dans cette démarche? Oui, on est impliqué parce que vous savez que le Congo continue d'être le théâtre de plusieurs crimes et le viol en République démocratique du Congo a été considéré comme étant une arme de guerre. Et donc il est important que justice soit faite pour toutes ces femmes qui ont été violées. Et c'est la raison pour laquelle nous militons pour la création d'un tribunal pénal international pour le Congo. Vous savez que le tribunal pénal international pour le Rwanda et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie vont bientôt fermer leurs portes. Et donc je pense que la voie est ouverte maintenant pour la création d'un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo par rapport à la gravité des crimes qui ont été commis et à l'impunité choquante dont souffre la situation en République démocratique du Congo. Donc il est nécessaire, il est impérieux qu'on puisse créer un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo. Mais vous savez, les pays limitrophes de la RD Congo sont impliqués. Et ces gens-là, ils sont forts, ils sont encore au pouvoir. Vous pensez qu'ils vont se laisser faire et ils ne mettront pas en marche leur lobby? Effectivement, ils vont mettre en marche leur lobby, mais c'est à nous aussi, Congolais, de nous organiser. C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez vu que les Congolais sont aussi capables de s'organiser. Et aujourd'hui, on a créé un lobby qui nous permet aujourd'hui d'aller voir les politiques européennes, les politiques belges, pour, disons, parler de la création d'un tribunal pénal pour la République démocratique du Congo, parce qu'il est important qu'on crée ce tribunal, et ce tribunal aura compétence de connaître de tous les crimes internationaux qui ont été commis en République démocratique du Congo. Ok, merci. Une avancée par rapport à ce que les Congolais sont en train de faire et Maître Héritier avec ses marraines, 52 marraines qui viennent de partout. Vous avez remarqué, vous avez interviewé ces marraines qui sont investis de ces pouvoirs pour apporter leur aide en termes de lobbying, mais aussi en termes de visibilité, afin que la voix de la RDC soit entendue. Et en ce qui concerne justement cette affaire, au Congo déjà il y a une loi d'amnistie qui a été votée par rapport surtout à ces crimes, enfin d'autres crimes. Est-ce que ce n'est pas décourageant de continuer alors qu'ailleurs les gens font comme si de rien n'était? Ce que nous pourrions dire par rapport à ce qui s'est passé, c'est un camouflet pour la République. On est en train de se battre dans l'est de la RDC. Les frontières ne sont pas verrouillées, hermétiques. Le M23 qui se réorganise dans l'est de la RDC via le Rwanda et l'Ouganda. Et on vote, comme on dit, en catimini, cette loi d'amnistie. Mais amnistier qui? À partir du moment où le M23 s'est reconstitué et qu'on veut amnistier ces criminels, je dis bien dit ces criminels, qui se disent congolais, mais en réalité, on le sait, leur dessein, on connaît leur velléité, c'est pour, bien entendu, piller, balkaniser la RDC. Donc, on recommence avec la même chose. CMDP qui était là, auparavant, c'est créer des alliances contre nature avec le PPRD. Le PPRD, vous le savez, ils ont soutenu les élections de Kabila en 2011. Aujourd'hui, on se trouve avec l'amnistie du M23. Je pense qu'il faut commencer à s'interroger par rapport aux gens qui nous gouvernent. Quelles sont leurs motivations? Pourquoi, dans la précipitation, on amnistie les gens qui sont des criminels qui
ont commis des crimes atroces au regard des rapports qui viennent de sortir. Et ce qui est grave, le Congolais politicien qui se bat sans armes pour la liberté, pour faire passer son message, est emprisonné, n'obtient pas l'amnistie. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment la justice dans notre pays? On doit s'interroger par rapport à cela, et c'est vraiment si réellement le pays-là est gouverné par un Congolais. Alors il ne reste qu'une minute. Par rapport à notre situation des hommes de presse, je ne sais pas si tu as appris que j'ai été victime d'une tentative d'agression. Je ne sais pas si tu as un message ou un point de vue par rapport à cette situation en une minute. Okay. Moi, je t'ai fait une interview tout à l'heure. Je m'insurge contre ces comportements. On travaille durement pour pouvoir faire passer les messages. On est payé par personne, on est sponsorisé par personne. Et on travaille au péril de notre vie, entre guillemets. On laisse nos familles, quand il dit pour péril de notre vie familiale bien sûr, on devait trouver un travail qui pouvait nous rapporter, mais on se consacre à informer les gens, donc ces gens-là devaient être respectés, cette corporation devait être respectée. Nous sommes le gens, comme on dit, l'église au milieu du village. Donc chacun a sa ligne éditoriale qu'on doit absolument respecter. Et je pense que dans l'avenir, avec ce qui se passe comme agression, nous allons nous constituer une association pour défendre les intérêts de nos confrères qui sont agressés. Et là, avec ça, on va commencer à traduire ces criminels, c'est bien entendu, ces inciviques devant les tribunaux, afin que la loi soit dite. Il faut que la loi soit dite, il faut que les sanctions passent, afin que ces gens-là puissent avoir le signal fort par rapport à tout cela. Voilà. C'est bon.